pense que le télétravail, c'est un plus. C'est un plus. Un plus. Ça, c'est peut-être le travail au Brésil. C'est ça. C'est un plus. C'est un plus si c'est bien encadré. Et ensuite, ça demande des qualités managériales réelles, c'est-à-dire que le télétravail amplifie. Les gens qui sont très engagés seront très engagés aussi dans leur télétravail parce que l'heure de transport qu'ils vont gagner, c'est du travail en plus en réalité. Et les gens qui sont un peu lazy, tir au flanc, tranquille, ils le seront encore plus en télétravail. Tu préfères ça ou tu préfères ça? Par exemple, tu préfères être un bon manager mais un mauvais DRH ou un bon DRH mais un mauvais manager? Question impossible. Tout est possible dans la vie, Sophie. Je préfère être un bon DRH. Parce que tu penses que tu auras plus d'impact peut-être en tant que bon DRH que bon manager? Non, mais je pense même pas ça. Je peux pas répondre ça. J'y crois même pas à ce que je suis en train de te dire. Non, parce que si tu peux pas être un bon DRH si t'es pas un bon manager. En fait, les deux sont liés. Tu peux être un bon stratège RH, c'est-à-dire avoir une vision globale de ce que tu veux faire pour une entreprise, mais par contre, dans l'application, quand t'es avec tes équipes, etc., c'est pas bon, quoi. Tu crois que tu peux être bon stratège si tu le mets pas en exécution? Ah, moi non, je pense pas. Moi, je crois assez, tu vois, tu peux pas être que en haut, quoi. Mais si, je pense quand même que tu peux avoir une belle vision, des beaux programmes, etc., mais que dans le quotidien, ton management est pas le bon. Alors, on va dire une bonne vision parce que tu vas servir un plus grand nombre et puis ensuite, ils vont mettre quelqu'un en dessous de toi. Ça te fait un peu mal quand même, quoi. Ça me fait hyper mal. Je te confirme que ça me fait hyper mal. C'est parce que tu m'obliges à choisir. Choisir, c'est renoncer, cette fameuse phrase. Donc là, tu renonces à être un bon manager. Non, je rigole. Ou je m'offre la liberté d'être un très bon visionnaire. Ouais, exactement. On va couper que des petits morceaux du podcast. Bienvenue, Sophie. Bonjour, merci de m'accueillir. Bah non, merci à toi d'être venue. En fait, c'est Stéphanie Fraise. Quand elle est venue, elle nous a dit, moi, mon mentor et la personne qui m'a poussé à faire DRH, c'est Sophie. Je suis allé sur LinkedIn, je me suis dit, il faut que je contacte Sophie, du coup, parce que si t'es la mentor de Stéphanie, c'est que t'as forcément beaucoup de choses à nous raconter. Ça, c'est une entrée avec un petit peu de pression. Mais aucune pression. On est entre amis. Il y a ce gros buzzer qui est toujours là. Non, l'idée, c'est qu'on ait cette discussion un petit peu ouverte. Tu me demandais là dans la cour juste avant qu'on rentre pourquoi ce podcast. C'est ce que je te disais. Tu vois, je pense que les DRH ont des trucs à dire et une image à donner qu'on aimerait être plus proche de la réalité. Tu vois, quand on entend les gens parler, quand on entend certainement tes amis, quand tu dis que t'es DRH dans une soirée, etc. Les réactions qu'il y a sont souvent particulières. Donc, on peut même dire que la fonction RH, c'est pas la fonction la plus appréciée au sein de l'entreprise, donc je trouve ça super. Est-ce que c'est la moins appréciée, tu crois? Au-delà de pas être la plus, je suis désolé, on rentre tout de suite dans un sujet. Oui, je pense que c'est la moins appréciée. Ouais. Je pense que la fonction RH, c'est la moins appréciée. Mais alors pourquoi? Parce qu'elle est quand même liée au départ, elle est quand même liée au licenciement, à une crainte que l'on a, au jugement, à l'évaluation de la performance, tous ces sujets-là. Et je pense que ça vient activer des peurs et des craintes qui sont du coup très très présentes. Et tout le monde connaît quelqu'un qui s'est fait licencier, ou ça s'est mal passé, ou la RH a fait ci, ça, etc. Et ça va plus vite comme réputation que les choses positives que l'on fait et qu'on construit. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'ombre, en fait. D'ombre, oui. Dans le sens où on fait beaucoup, les RH font beaucoup de choses de l'ombre. Des choses qui sont impalpables dans l'immédiat et qui servent sur du long terme les collaborateurs. Non seulement on fait beaucoup de choses de l'ombre, ça c'est vrai, et en plus de ça, moi je dis souvent, on a gagné entre guillemets en RH quand les collaborateurs ou les managers ont oublié que c'était nous. Ouais. Et qui étions à l'initiative de ça. Pourquoi on a gagné? Parce que ça veut dire que les collaborateurs et les managers se sont réappropriés les sujets et se sont fait, et ces sujets sont devenus eux. Donc le rôle d'un RH, c'est de disparaître. En tout cas, il faut aller chercher sa reconnaissance ailleurs, d'être moins visible. Que dans cette partie là, effectivement. Bon. Ok, bon, ça c'était en intro. T'as préparé ce podcast avec Nina, et le thème donc a été choisi et que, alors tu vois, l'imprimeur s'est fait plaisir. On lui a demandé A5, il a fait A12. C'est transformer une entreprise, c'est aussi transformer ses leaders. Tout à fait. Voilà, donc c'est ça le thème dont on va parler. C'est une conviction profonde. C'est une conviction profonde. Écoute, tu vas nous en parler profondément. Alors, je vais commencer par te présenter. Alors, j'avais toutes des fiches très bien faites de Nina qui te présentent en longueur, et puis j'ai fait aussi moi un petit peu mes recherches de ton côté. Ce qui est sûr, c'est que là, tu viens de me dire que tu as des convictions profondes, tu es une DRH de conviction. Moi, c'est ce que j'ai vu, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé ton parcours, j'ai lu tes commentaires sur LinkedIn, enfin, j'ai regardé tes prises de parole, entre guillemets. T'es une DRH de conviction, t'es une DRH de transformation, t'es une DRH de terrain, t'es une DRH qui accompagne des entreprises qui ont besoin de se transformer, t'es une DRH qui aime la difficulté, entre guillemets, dans le bon sens du terme, et t'es une DRH qui aime accompagner cette difficulté avec des actions concrètes. Ça passe par du leadership, c'est ce qu'on s'est dit, ça passe par de la culture, ça passe par de la transformation de compétences, et ça, c'est ce qu'on a retrouvé un peu en fil rouge, que ce soit chez Canal, que ce soit aujourd'hui chez Kaufman & Broad, ou que ce soit même précédemment c'était les éditions... Wolters Kluwer. Exactement. Et c'est pour nous les fils rouges qu'on a retrouvés
dans ton parcours. Ça va être lié à d'autres choses qui sont des convictions, je pense, personnelles de base, qui sont certainement mis au service ou en adéquation, en tout cas, de ton rôle de DRH sur le vivre ensemble, sur le vivre ensemble dans une planète saine, dans une planète qui est durable et dans un environnement où on est voué à rester longtemps sur cette planète. Donc c'est ce que j'ai compris entre les lignes et en lisant assez clairement ton parcours, ton CV, etc. Est-ce que jusque-là on est bon? Jusque-là on est bon. Ouais. C'est parfait. Bon. Merci pour ce feedback. Ça fera 50 €. Ça fait du bien, je prends. Bon, on parle de transformation des entreprises et on va en parler par le prisme de la transformation des leaders. Moi, j'ai la première question que je me pose toujours. Un leader, c'est un manager c'est un leader. C'est quoi la différence entre un manager et un leader s'il y en a une? Alors, on fait beaucoup en RH de découpage entre le manager, le leader, celui qui a la vision, celui qui fédère, celui qui encadre les équipes, etc. Moi, je pense que le leadership, c'est pour tout le monde, où qu'on soit dans la hiérarchie. Tu penses que tout le monde peut avoir du leadership? Ouais. Ouais. Ok. Et je pense que c'est important d'aller développer le leadership de chaque personne dans son poste, parce que c'est chaque personne dans son poste et dans sa fonction au quotidien qui va faire la différence. Évidemment que quand on est dirigeant et qu'on manage une entreprise, on va avoir besoin de plus de leadership. Mais la première définition du leadership, c'est le service auprès de l'autre, auprès d'un projet, auprès de l'autre. C'est l'altérité, c'est le sens de l'altérité. Si tout le monde développe ça dans son job, les entreprises vont beaucoup mieux fonctionner. Donc c'est important d'aller activer ça chez chaque personne. Je te raconte une petite anecdote là, chez Kaufmann & Broad, on vient de lancer un club qui s'appelle Women avec un M majuscule on Broad. Qui est un club de femmes, pour développer le leadership, aller taper ses plafonds de verre, les dépasser, etc., les croyances limitantes. Extrêmement classique, rien de révolutionnaire. Il y a eu la question de savoir si on l'ouvrait, comme c'est souvent le cas, plutôt aux femmes, on va dire pas forcément dirigeantes, mais managers dans le haut de l'entreprise, ou est-ce qu'on l'ouvrait à toutes les femmes de l'entreprise. Eh ben, on l'a ouvert à toutes les femmes de l'entreprise. Et je pense que c'est très important aussi d'aller dire à une assistante, par exemple, de lui dire que oui, dans son job, elle exerce du leadership et que c'est très important qu'elle en prenne conscience et qu'elle le développe. Donc, oui, il y a une différence entre leadership et manager. Je pense qu'il faut pas trop tout saucissonner et plutôt se dire c'est quoi le concept de leadership et finalement, est-ce que c'est pas quelque chose que je veux développer dans mon entreprise de manière beaucoup plus forte? Donc, tout le monde peut avoir du leadership ou tout le monde a du leadership et peut le développer? Oui, parce qu'un manager qui a pas de leadership, moi je veux bien qu'on fasse les managers d'un côté et les leaders de l'autre. S'il est très bon techniquement, tu vois, sur un métier technique par exemple, si on a un excellent expert, entre guillemets, sans leadership, est-ce que tu estimes que... En fait, quand tu es manager, tu vas avoir des relations interpersonnelles. Le leadership, comme c'est être au service des autres, au service d'un projet, tu vas gérer de l'interaction. Et quand on est en position de management, et quand on est un expert et qu'on n'est pas très bon sur les relations interpersonnelles, sur tous ces sujets-là, on va se retrouver avec des difficultés dans l'équipe. Et on va dire, c'est un manager, c'est un super expert, mais il est super exigeant, hyper rigoureux, donc il fait des feedbacks hyper durs, il est pas assez humain, il prend pas assez de rondeur, il prend pas le temps d'expliquer, etc. C'est une forme de leadership. Oui, bien sûr. Donc, je veux dire, on peut pas être expert sans être bon dans l'interaction personnelle. Et à la fin, le leadership, on peut lui donner plein de définitions, mais c'est quand même la qualité de l'interaction personnelle. Et d'ailleurs, plus tu montes dans la hiérarchie, plus la qualité de l'interaction personnelle est importante. Et c'est souvent là aussi que tu rencontres le plus de blocages. Pourquoi? Parce que le leader qui veut toujours avoir raison, par exemple. Ouais, tu vois, le leader qui veut toujours avoir raison, et parce que sa forte conviction lui a permis d'arriver là où il est. Il y a un moment donné, cette forte conviction, c'est aussi un blocage dans son leadership, parce que quand tu veux toujours avoir raison, t'es pas toujours bon dans l'interaction personnelle, parce que t'as moins d'écoute, t'as moins d'empathie, tu laisses moins émerger les idées des autres, donc tu vas moins susciter la créativité et l'innovation dans tes équipes. Et plus tu montes dans la hiérarchie, plus ça c'est vrai. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle plus du leadership chez les dirigeants. C'est parce qu'on va aller travailler ces qualités interpersonnelles qui sont vraiment importantes pour être des bons leaders. Mais en vrai, ça existe en bas. À toutes les échelles. Et alors comment on travaille Alors du coup, j'entends qu'on travaille différemment le leadership selon les échelles qu'on peut avoir, un rôle de CEO, de C-level globalement. Comment on travaille le leadership? Comment on fait en sorte que ce leadership puisse accompagner une transformation quand on a des leaders, comme tu le dis, qui peuvent être bloquants sur X et Y sujets?
sujet? Est-ce qu'il y a des méthodologies? Est-ce qu'il y a des manières de faire? Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Ouais, d'abord, ça dépend des organisations, des leaders. Sur ce sujet-là. On peut dire qu'il y a deux grandes familles. Il y a d'abord travailler sur soi. Quand on a, par exemple, le leader qui veut toujours avoir raison, il y en a beaucoup, hein, c'est un des premiers sujets, qui est une mauvaise habitude. C'est ce qu'on retrouve le plus comme bloqueur chez... Alors, Marshall Goldsmith, qui est un coach américain qui ne coach que des CIO, lui a fait une liste qui est très intéressante de 20 contre-habitudes, 20 mauvaises habitudes de leader. Et dans tous ses coachings, alors c'est sur un panel américain, mais il dit que la première mauvaise habitude qu'il voit le plus, c'est le leader qui veut toujours avoir raison et qui veut toujours gagner. Même quand il n'y a pas d'enjeu. Je crois que je suis peut-être un peu comme ça. C'est possible. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est aussi des qualités qui sont très positives. C'est justement souvent des qualités qui t'ont amené jusqu'à ce niveau de leadership, même parfois de CIO. Mais quand tu veux justement aller transformer la boîte sur d'autres sujets, bah t'es quand même obligé de te transformer toi, parce que une boîte, ce n'est quand même que le reflet de sa direction générale, à commencer par le CIO et l'ensemble du COMEX. Ouais. Donc il y a d'abord, c'est quand même important surtout quand on est dirigeant, on est assez seul, on est assez isolé, de travailler sur soi, parce que les dirigeants, ils savent très bien demander du feedback, mais ils en demandent assez peu. Les concernant. Donc moi, la première chose, c'est quand même d'amener les patrons du COMEX aussi à être coachés, à travailler sur eux, à leur faire du feedback et qu'ils sollicitent eux-mêmes du feedback sur un certain nombre de sujets. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, sur la transformation de l'entreprise, c'est toute l'adéquation et l'alignement entre quel est mon projet pour l'entreprise et quel est mon projet pour moi. Quel est l'héritage que je veux laisser. C'est l'aspiration. Et ça, c'est très important d'en parler. Et je pense que d'ailleurs, les RH doivent parler plus souvent de ces sujets-là avec leur CIO. C'est quoi ta vision d'entreprise? Mais pas que la vision strat, le business, on va faire plus X%, on va aller chercher ce marché-là, etc. C'est plutôt, ok, mais toi comme personne, comme individu, c'est quoi l'héritage que tu veux laisser de cette entreprise? Une fois que t'es parti, t'auras envie que les collaborateurs qui t'ont connu, les organisations syndicales, tout le monde raconte quoi? Quelle sera l'empreinte que tu auras laissée? Et ça, c'est une discussion qui est assez intéressante, parce qu'en fait, tu vas chercher ton dirigeant sur son intimité. Sur son moi profonde. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est important. Toi, tu te l'es posé en tant que DRH, ça, tu vois? Oui, d'ailleurs, tu vois, dans la présentation que tu as faite de moi tout à l'heure, tu parlais de DRH de conviction, la planète, etc. Moi, quand je suis partie de chez Canal, je me suis posé la question de dans quel secteur d'activité je voulais aller. Et j'avais envie d'aller dans un secteur d'activité avec des enjeux de transformation, parce que je crois que c'est ce que je sais bien faire, mais avec aussi, je voulais une entreprise avec des enjeux environnementaux et sociétaux. Parce que moi, j'ai envie de contribuer modestement, à ma mesure, dans le cadre de mon entreprise, à faire en sorte qu'on déploie du mieux pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux auxquels on est aujourd'hui confrontés. Je trouve que c'est notre responsabilité d'entreprise. Pendant des années, on a produit sans se préoccuper des différents impacts que ça avait. Je pense qu'aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de s'en préoccuper. Ça, c'est quelque chose que je veux faire, moi, profondément. Donc, j'aligne mon action avec ça. Mais c'est important aussi d'aller questionner son CIO sur le sujet. Si je travaillais avec un CIO qui me disait non, moi la seule chose qui m'importe c'est la performance économique de la boîte et que tous les ans on fasse X% de résultats, qu'on distribue tel dividende, le reste c'est bien joli mais non, moi c'est pas ce qui compte pour moi, je pourrais pas travailler dans cette boîte. Ouais, je comprends. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet. Et quand on sait ce que le CIO, parce que ça part du CIO, hein, évidemment, veut lui laisser comme empreinte, héritage, qu'est-ce qui est important pour lui, qui est son aspiration, à partir de là, ça sera beaucoup plus facile d'aller transformer la boîte, parce qu'on sait que ça va être aligné. Donc il va soutenir les projets. Voilà. C'est ce qu'on cherche, c'est le plus dur à trouver, c'est le sponsor. Mais parfois, on vient proposer des projets sans s'être assuré qu'on était aligné sur cette aspiration. Donc il n'y a pas de transformation des boîtes sans s'être posé la question de l'aspiration et éventuellement de se transformer. C'est intéressant. J'ai pas voulu te couper, mais là t'as des mots interdits, hein, je te rappelle. Là t'en as dit au moins 2 ou 3. Mais je me suis dit, mais ils sont durs parce qu'il y a changement, il y a enjeu et tout, des trucs comme ça. Donc si je te buzz à chaque fois, mais du coup t'as ton premier buzz. C'est pas un buzz de bullshit, parce que franchement, honnêtement c'est la première fois qu'on a ce sujet et qu'il est abordé sur ce thème, et l'alignement CEO dont tu parles, qui est oublié très souvent parce qu'on fait des choses par conviction profonde, conviction RH, mais on le met pas souvent au service du business. Alors tous les DRH te disent être au service du business aujourd'hui. T'en as pas un qu'on voit en entretien, etc., qui va dire non, moi je suis pas au service du business, etc. Mais comprendre le moi profond d'un CEO qui va t'emmener vers une culture d'entreprise, tout ce que tu racontes, ça on nous l'avait jamais
on nous l'avait jamais mis comme ça sur la table. C'est hyper intéressant. En réalité, c'est aussi le sujet de la raison d'être. C'est-à-dire que là, tout le mouvement qui est de plus en plus développé et qui se développe sur cette notion de raison d'être, c'est que tu vas même plus loin. C'est que t'as, toi, en tant que RH, parce que tous ces sujets sont quand même beaucoup portés en RH, l'alignement de ton CIO et l'alignement de l'entreprise. Oui, bien sûr. Et en fait, la raison d'être de l'entreprise, c'est son aspiration profonde pour elle et ses parties prenantes. Oui, bien sûr. Alors, du coup, le buzz, ça nous emmène sur un premier jeu. Ah bah d'accord. T'aimes jouer ? Bah oui. Ouais. C'est un jeu gentil, hein. Tu vas pas te demander de faire le poirier ou de courir au bout du studio. Non, c'est un pour ou contre. Ouais. Bah si. Donc c'est un peu tout noir tout blanc, mais alors, est-ce que t'es pour ou contre la semaine de 4 jours? Pas la semaine en 4 jours, hein, la semaine de 4 jours. Vraiment, c'est une semaine qui dure 4 jours où tu travailles le même temps que si t'avais travaillé 5 jours. Je suis contre, mais pour les slashers. Je pourrais te développer si tu veux. Je veux bien que tu développes. Je veux bien que tu développes. C'est-à-dire que je pense que se dire bosser que 4 jours et avoir 3 jours de week-end, c'est une énorme connerie, pour être clair. Pourquoi ? Parce que je suis pour les slashers et j'y arrive. C'est-à-dire que je pense que pour bien se développer dans son job, et ce qui est très intéressant dans le métier des slashers, c'est tout ce qui est d'aller se développer sur des compétences connexes autour de son job principal. Tu nous dis slasher, ce que c'est ? Slasher, c'est d'avoir plusieurs activités différentes, un job principal généralement et d'autres activités à côté. Au sein de la société ou Non, dans d'autres, en dehors de la société. Le plus classique, c'est tu vas donner des cours, tu vas faire, tu vois, un certain nombre de choses, mais tu peux vraiment avoir des activités assez mais professionnelles, c'est-à-dire tu fais de la musique, va au parc avec tes enfants. Non, professionnel. Oui, mais tu peux faire de la musique à titre professionnel. Bien sûr. Ou aller au parc avec tes enfants de manière professionnelle. Genre, tu fais des réunions au parc avec tes enfants. Oui, mais l'idée en fait, c'est de créer, que tu te crées un écosystème qui va te permettre de développer tout un panel de compétences qui vont s'enrichir les unes les autres. Tu sais que j'ai jamais entendu ce mot de toute ma vie. Slasher ? Ouais, je te jure. Ah oui, c'est vrai ? Ouais, j'apprends. Et c'est un mouvement qui se développe beaucoup, notamment chez les jeunes. C'est assez intéressant aussi parce que on sait aussi que, alors là, tu m'emmènes sur d'autres sujets, je vais me perdre de digression en digression, mais c'est le but de ce podcast. Tout le monde digresse dans ce podcast. En plus, tu vois, j'ai des questions, j'en ai posé qu'une sur les disques qui ont été préparés. Donc, surtout que j'ai un deuxième point. Mais aujourd'hui, les gens restent moins, les collaborateurs restent moins longtemps dans une entreprise. Oui. On va dire, quand il reste 5 ans, c'est super, on est tous hyper contents. 5 ans, c'est quand même pas beaucoup. En réalité, on regarde l'investissement, formation. Moi, je trouve ça super long, 5 ans, tu vois. Bah, ça va dépendre des sujets, mais parfois, non, c'est pas, enfin, je veux dire, un recrutement, ça coûte cher. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais un recrutement. Encore plus quand tu passes par un cabinet de recrutement. Encore plus quand tu passes par un cabinet de recrutement, mais 5 ans, c'est quand tout va bien, parce qu'il y en a aussi qui partent au bout de 3 ans. 3 ans, c'est un peu juste. T'en conviendras avec moi. 3 ans, c'est juste. Oui, ça dépend de l'investissement que tu mets, et ça dépend du rôle, mais oui, c'est un peu juste. Oui, parce que non, je veux dire, le temps de connaître ton job, etc., et vraiment d'apporter de la valeur, etc. Bref, bon, je me suis perdue, du coup. Slasher. Et donc, je pense que si tu autorises, en revanche, les gens à peut-être ne faire que 4 jours dans ton entreprise et de pouvoir faire d'autres activités à côté, ce qui ne sont pas concurrentes, ce qui implique de lever la clause d'exclusivité de ton contrat de travail et d'aller faire d'autres activités connexes, bah, peut-être que chacun va trouver un meilleur équilibre, en fait, entre différentes sources d'aspiration et on va peut-être garder aussi les gens plus longtemps et ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc, et en semaine revanche, de 4 jours conneries si les 3 jours sont week-end. En revanche, intéressant si le dernier jour peut te permettre professionnellement de faire d'autres choses, de développer, de te maintenir intellectuellement, etc. Et par ailleurs, quand même, 4 jours, tu sais, c'est la différence entre performance et robustesse. J'ai vu ça dans tes prises de parole. Là, on part sur un autre sujet, mais je te donne une image. Ça, je l'ai vu chez AXA Climate. Oui, parce qu'en fait, c'est un concept des principes du vivant. C'est Olivier Hamant qui a développé tout le concept de la robustesse et qui est assez intéressant, qui est de dire, je te le résume de manière très simple, c'est que si tu es un marathonien, tu vas courir tout le temps à 80% de tes capacités pour que quand tu vas arriver sur la ligne d'arrivée et améliorer ton temps ou dépasser ceux que tu veux dépasser, bah, il te reste 20% sur lesquels tu vas aller pouvoir puiser et faire le sprint d'arrivée dont tu as besoin. En revanche, si tu es ultra performant et que tu cours tout le temps à 100%, le moment où il va falloir que tu fasses ton sprint pour améliorer ton temps ou pour aller dépasser ceux qui étaient à 80% qui sont en train de se doubler, tu les auras pas. Ça induit qu'on peut jamais être à 110%. Non, ça c'est une légende. Ouais.
Tu peux être par moment. Ouais. Si, tu peux être par moment à 110%, mais tu vas avoir un moment de récupération sur lequel il va falloir que tu ailles recharger tes batteries, te régénérer, etc. Donc, si on revient à la semaine des 4 jours, 80%, 100%, si tu fais 4 jours à 80% et que tu gardes cette robustesse dans l'entreprise, et la robustesse, les 20%, c'est la créativité, c'est l'innovation, c'est travailler, aller à la machine à café. Mais si tu dois faire ton job à 100%, tu vois, sur ces 4 jours, parce que t'as plus cette petite marge de manœuvre, tu vas aussi priver la boîte des 20% nécessaires. Des 20% de créativité et d'innovation. C'est intéressant. Parce qu'on a eu le thème, la semaine de 4 jours, c'est Noëlla de Welcome to the Jungle qui est venu nous en parler, avec tout l'accompagnement de neurosciences qui a été fait, etc. Et c'est hyper intéressant comme vision. Donc contre, mais avec des raisons très bien expliquées. Voilà. Enfin, très bien, je sais pas, mais non, en tout cas, qui sont ta conviction. Exactement. Ok. C'est pas en soi, je suis pas contre en soi, voilà. Et alors, du coup, le retour obligatoire 5 jours sur 5 au bureau. Présence au bureau 5 jours sur 5. Pour le télétravail? Non, ça c'est contre. Le télétravail, ça a apporté quelque chose qui est intéressant pour l'équilibre des temps de vie, pour tout un tas de choses. Je pense que trop de télétravail, c'est pas une bonne chose, justement parce que on a besoin de cette interaction quotidienne entre les équipes, etc. Donc c'est un dosage. Nous, chez Kaufmann et Broad, on était à très vite, on est à 1 jour de télétravail, sauf pour les équipes compta où on est à 2 jours, mais on est revenu très très vite à 1 jour de télétravail. Et ça fonctionne bien en réalité. Ensuite, il faut mettre un cadre, des règles, que tout le monde s'y conforme pour que les choses se passent bien. Ça, c'est partout dans la vie. En fait. Voilà, mais je pense que le télétravail c'est un plus, c'est un plus, un plus. Ça, c'est le télétravail au Brésil. C'est ça. C'est un plus. C'est un plus si c'est bien encadré, et ensuite ça demande des qualités managériales réelles, c'est-à-dire que le télétravail amplifie, c'est-à-dire que les gens qui sont très engagés seront très engagés aussi dans leur télétravail, parce que l'heure de transport qu'ils vont gagner, c'est du travail en plus en réalité. Et les gens qui sont un peu lazy, tir au flanc, tranquille, ils le seront encore plus en télétravail. Donc ensuite c'est un sujet de manager et d'encadrement et de suivre ses équipes. Ok. Entreprise sans hiérarchie, organisation libérée, contre pour dans certaines circonstances. Okay. Chez Canal, j'avais la responsabilité en RH des centres d'appel. Quand je suis arrivée, je me souviens très bien, mon premier jour chez Canal, grève. Il y avait quand même assez rarement des grèves. CSE, expertise, rapport d'expertise épais comme ça, qui disait absentéisme, mal-être au travail, etc. Des gens qui avaient perdu le sens. On a fait toute une transformation de ces centres d'appel avec les managers, avec les syndicats, de manière concertée, tous ensemble. Une très grande réussite. On est arrivé à un modèle de management libéré, enfin d'organisation libérée, où on a redonné beaucoup de place à la décision collective. Dans cet environnement-là, ça a très bien fonctionné. Je suis pas sûre que ça fonctionne dans tous les environnements. Et ensuite, il faut quand même toujours un peu de management et de cadre et d'arbitrage. Donc, il faut quand même toujours totalement libéré. Voilà, il faut toujours quand même une couche décisionnaire au-dessus qui va être l'arbitre d'un certain nombre de questions. Licenciement collectif annoncé par mail, pour ou contre? La blague. Blague. Les tests de personnalité comme critère de recrutement. Alors, on dit pas test normalement, mais on dit pas test. On dit un assessment de personnalité, etc. Pour ou contre? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Moi, je te dis si tu veux. Ouais, vas-y. Moi, je pense que c'est pas un critère de recrutement. Je pense que c'est un outil pour améliorer un onboarding et améliorer une relation managériale. Mais pour moi, ça doit pas être un critère de recrutement. Je partage assez ton avis. C'est-à-dire que je trouve que ça fonctionne très bien dans les équipes quand on veut le faire. On veut travailler justement l'interpersonnel entre les équipes Exactement. Et on regarde ça. Donc ça fonctionne bien. Donc moi, je l'utilise plutôt dans ces cadres-là. C'est vrai que moi, je l'utilise pas dans le cadre des recrutements. Sauf si peut-être, mais j'ai pas été confrontée. On disait là, il y a vraiment des personnalités très différentes qu'il va falloir aller faire matcher ensemble. Congé menstruel payé pour les femmes. Contre. Congé paternité aussi long que le congé maternité. C'est un travail sur moi. Je vais répondre pour. C'est vrai. Et moi, on y avait pensé, on l'avait presque fait un moment chez Jumi, et en fait, je crois que je suis plutôt contre. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait revenir dessus? Je trouve que y a une différence entre porter 9 mois un enfant, avoir un temps de récupération qui est mental, un postpartum, et quelque chose de mentalement beaucoup plus compliqué à gérer, et
je préférerais presque l'allonger, entre guillemets, chez nous pour les femmes que de l'allonger pour les hommes, où je trouve qu'il y a quelque chose de moins profond, de moins mental à gérer sur cette période d'après, entre guillemets. Et de l'autre côté, je comprends que revenir après un mois et de laisser son enfant soit compliqué. Et si je vais dans ma réflexion que je suis en train de me faire tout seul dans ma tête, peut-être qu'en effet, ça aiderait la femme à travailler postpartum mentalement, d'avoir son mari ou son copain ou sa femme, peu importe, présente peut-être plus d'un mois. Donc en fait, peut-être qu'en développant tout seul mon point, je suis peut-être en train de me dire que je suis pas exactement sûr de ma réponse. Mais c'est pour ça que je te dis en travaillant sur moi c'est-à-dire, je pense qu'il y a quand même, et t'as bien raison, je pense qu'il faut qu'on aille un peu en profondeur de ce sujet-là pour bien le comprendre. Il y a quand même des études aujourd'hui, etc., qui ont fait des sondages. La première raison pour laquelle les femmes qui veulent avoir un enfant, je parle pas de celles qui ne souhaitent pas avoir d'enfant, il y a celles qui veulent avoir un enfant, finalement y renoncent, c'est en raison de la charge mentale et de l'absence de la bonne répartition de la charge liée à un enfant entre oui, entre le 10 ans, je me le suis entre les deux parents. Ouais. Donc il y a quand même un sujet qui est lié à ça. Je sais pas si allonger le congé paternité est la bonne réponse en soi, mais en tout cas, on pourrait dire que c'est un bon élément de réponse. En tout cas, il y a un sujet de fond qui est la charge mentale, qui est et il y a un autre sujet qui va avec, c'est que il y a quand même une croyance dans les entreprises que performance et parentalité, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc il faut réconcilier la performance et la parentalité, et y compris auprès des dirigeants qui sont plutôt des hommes. Donc peut-être que si les hommes, et d'ailleurs plus on monte dans la hiérarchie, moins les hommes prennent leur congé paternité. Donc peut-être que si les hommes prennent plus leur congé paternité et plus longtemps, cette croyance limitante dans l'entreprise du paradoxe entre performance et parentalité, ça peut aider à le résoudre. Ouais, t'as raison. Mais je le pose sur la table, mais c'est une bonne question. Suis en work in process. Moi, je suis très loin de penser que parentalité n'égale pas performance. Moi, j'ai 2 petites filles, tu vois, en bas âge, etc. J'ai pas l'impression que ça a impacté ma performance. J'ai des salariés. Il y a même des études qui démontrent que les parents sont plus performants. Ouais, mais moi, je pense que je suis plus performant. Parce que t'es tellement obligé d'optimiser ton temps. J'ai pas le temps. Voilà. En fait, moi, je pars à 17h15, 30 tous les soirs pour aller chercher au moins une des deux. Et après, c'est très rare que je me reconnecte. Donc, le temps où je suis là, quoi. Je fume pas, je descends pas prendre de pause, très peu, etc. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que tu es pour ou contre les quotas obligatoires pour la diversité en entreprise? Je suis pour. Ok. Si on n'avait pas de quotas, on n'aurait pas aujourd'hui dans les conseils d'administration des sociétés cotées une parité homme-femme. Ouais. Donc c'est malheureux d'avoir besoin de quotas, mais on a besoin de quotas. Okay. Fait façon en France, à notre manière. Trop de quotas, c'est pas non plus. Ça a aussi des biais extrêmes. Alors, on va revenir à notre sujet de la transformation. Tu vois, quand tu es dans une société en transformation, alors il y a énormément de types de transformations différentes qui peuvent être environnementales, sociétales, sociales, etc. Est-ce que c'est la transformation sociale qui est vectrice de transformation sociétale, environnementale? Quel est l'ordre, entre guillemets, tu vois? Alors, j'ai une conviction profonde sur ce... C'est pour ça que je te pose la question. sur ce sujet-là. C'est que c'est vraiment la performance sociale. Ouais. Donc l'engagement des collaborateurs, la performance des collaborateurs qui va driver la performance économique, la performance environnementale, la performance sociétale. Et c'est pas, contrairement à ce qui a été le modèle de l'entreprise, la performance économique, c'est le modèle de Friedman des années 70, il y a de la performance économique, le reste suivra, donc l'engagement des collaborateurs, donc maintenant la planète et le sociétal. Non, ce qui est le cœur, c'est d'abord la performance sociale, donc d'abord les collaborateurs, employees first. Ça, c'est vraiment ma conviction. Et si par exemple je l'illustre, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, pas dans cette intelligence artificielle tous les gains de productivité que tu vas faire, si je reviens à ma performance et ma robustesse, soit tu dis dans une logique économique, c'est super, je fais des gains de productivité grâce à l'IA parce que j'ai implanté l'IA sur tel et tel sujet, je vais supprimer des postes. Parce que ça va me faire moins de masse salariale. Ou alors tu dis non, au contraire, robustesse, je vais, tant que j'ai économisé pour l'engagement des collaborateurs, aller chercher mieux leur créativité, leur innovation. Et c'est du temps que je leur alloue aussi parce que c'est du temps que j'alloue au business finalement. Oui, bien sûr. Alors c'est un exemple un petit peu caricatural, mais c'est vraiment travailler sur l'engagement des collaborateurs en premier. Ça veut dire aussi que quand on est en temps de crise,
plus difficile, plus challengeant, ce que je vais en disant ok, je vais regarder mes charges opérationnelles, la première chose que je vais supprimer, ça va être des postes. Non, je vais d'abord regarder mes charges opérationnelles, un certain nombre d'autres sujets. Parce que tu regardes un pourcentage de ta dépense globale. Quand tu as 60% qui est ta masse salariale, c'est ce que tu estimes juste de couper. Alors, je peux dire que faut pas dire que c'est la bonne solution, mais je pense que c'est le chemin de pensée que va avoir un CEO quand il regarde son tableau, quoi. Mais même des DRH, hein. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est pas que l'apanage des CEO, mais même, par exemple, ça peut aller assez loin, c'est-à-dire que t'es dans un COMEX, en réunion de COMEX, quel est le premier sujet dont on parle? Est-ce qu'on parle des collaborateurs ou est-ce qu'on parle des ventes? On parle des ventes. On parle des ventes. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on parle envie de faire un autre métier d'ailleurs? Est-ce qu'on parle Est-ce qu'on parle assez des collaborateurs dans les COMEX? Est-ce qu'on parle assez de la performance sociale des collaborateurs dans les COMEX? Tout ça sont des sujets assez qui sont pour moi cœur et importants et qu'il faut qu'on porte. Ouais. Je t'ai posé une question entre les deux, mais en fait, j'ai ma réponse parce que tu fais un autre métier, entre guillemets, aujourd'hui, parce que je crois que tu diriges l'excellence opérationnelle, donc qui est le côté business. Ça, c'est marrant. J'ai l'impression que tous les DRH, arrivés à un moment donné, soit ils plafonnent, soit ils en ont marre, soit ils ont fait le tour du truc et ils ont besoin de faire ce rôle business pur et dur. Soit ils en viennent et ils ont changé, type Stéphanie par exemple, soit ils ont été DRH X temps et à un moment donné, quand ils ont le goût du challenge, de la transfo, etc., ils se remettent pas dans un éternel recommencement et ils vont changer de métier, aller vers du business, etc. C'est un truc que t'envisages, toi? Alors moi, j'adore mon métier. Ouais. Je fais le plus beau métier du monde. C'est vrai. Qui est un métier qui n'est pas apprécié, comme on veut. Mais je trouve que je fais le plus beau métier du monde. Ouais. Donc non, j'ai pas envie forcément j'ai pas envie de changer de métier. Ensuite, j'ai pas de boule de cristal, hein. Mais est-ce que t'as besoin d'avoir autre chose que ton métier? En fait, ce que j'ai trouvé là, ce que j'ai trouvé là très intéressant dans ce qui m'était proposé par mon patron, de prendre l'excellence opérationnelle. Chez nous, c'est les process, l'organisation, la qualité, l'architecture et l'expérience client. Les clients, c'est une autre partie prenante de l'entreprise qui est importante. Et je trouvais intéressant d'avoir l'expérience collaborateur et l'expérience client. L'un servant l'autre. Et tout ce qui est aussi process, organisation, parce qu'on est très processé. Donc ça faisait pour moi en tout cas un périmètre assez complet et un effet miroir entre les différents périmètres. Donc c'est très intéressant. Ok. Non, parce c'est un peu un pattern qu'on retrouve. Tu vois, on a eu Patrick Roux qui dirige aussi tout un laboratoire. C'est un pattern du coup qu'on a vu chez pas mal de DRH qu'on a interviewé. C'est pour ça que je me posais la question si c'était un besoin à un moment donné de se dire, comme je suis proche du business tout le temps, est-ce que j'ai besoin d'avoir encore plus d'impact en ayant un rôle opérationnel, tu vois? Je pense que c'est la question, en tout cas pour moi, l'hypothèse que je fais, c'est que c'est la question de sens, l'utilité de ce que l'on fait. Donc parfois on peut peut-être avoir le sentiment de tourner un peu en rond, notamment si on n'a pas été chercher les questions d'alignement dont on parlait au début sur l'entreprise et qu'on est que dans un run. On change, mais oui, mais je changerai peut-être encore de métier. J'ai déjà changé de métier. J'étais avocate c'est vrai au départ. Que t'as commencé avocate. Ouais. Pendant presque 10 ans. En droit social, déjà? Ah non, au départ, M&A, fusion-acquisition, bien classique, du contentieux. Et à un moment donné, je me suis mise à faire du droit social. Ok, c'est marrant. Ouais, donc je peux encore changer de métier. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que t'as commencé et que tu finiras. Tu vois. Bon, la vie est longue. La vie est longue. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur une phrase que je trouve très juste et que t'as dit, c'est que tout le monde sait être un capitaine de beau temps. Ah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est facile d'être un capitaine de beau temps. C'est facile de diriger une équipe, une entreprise quand tout va bien. La qualité d'un leader, d'un manager, d'un leader, c'est quand même quand les choses deviennent plus difficiles. Et l'adversité, la crise économique, un chiffre d'affaires qui recule, une absence de résultats. C'est là où on voit aussi la colonne vertébrale des leaders et leur capacité à emmener les équipes à continuer à avoir un cap et une vision. Et alors comment on maintient ce cap, cette vision et par rebond cet engagement des collaborateurs quand on est en période de transformation, quand on doit emmener X population d'un point A à un point B? Alors toi tu dis que tout passe par le social et que tout le reste c'est porté en tout cas par les collaborateurs et que la transformation doit être portée par les collaborateurs. Comment on fait pour accompagner une transformation et garder l'engagement des collaborateurs? Vaste question. Elle est large. Elle est très très large. Disons que tu vas partir de ton aspiration.
Ouais. Quel est le modèle d'entreprise que tu veux et la culture que tu as envie d'y avoir. Ça, c'est le cadre dans lequel tu vas jouer. Donc ça, il faut être clair sur ça. Et à partir de là, enfin en tout cas moi, la manière dont je fais les choses, c'est je découpe ça en projets parce qu'il y a plusieurs sujets. Tu peux avoir la diversité, l'implantation de l'IA, différents sujets dans lesquels tu vas rentrer et tu vas dire bon bah dans ton entreprise. Non, en fait là, je suis partie sur un truc. Non, mais ma question est trop large. Ouais, en fait, elle est carrelage. Non, je vais t'en poser très précise. Comment on mesure une transformation? Est-ce que Parce que là, je me suis dit, non, en fait, je suis partie dans un truc. Non, mais je voyais, en fait, en posant ma question, même moi, je me disais, elle est un peu large et un peu fourre-tout. Oui. De manière très claire, une transformation, est-ce que tu peux la mesurer? Tu vois, est-ce que tu as des KPIs pour mesurer une transformation? Oui, tu as des KPIs pour mesurer une transformation parce que tu dois décider ce que tu transformes. Oui. Si, par exemple, le sujet le plus facile, pas facile à adresser, mais tout ce qui est la mixité dans l'entreprise, le rapport homme-femme, ça tu vas pouvoir mesurer et dire ça, est-ce que les femmes, j'ai pas de femmes manager à ce niveau-là, je me donne 18 mois ou 2 ans pour avoir X femmes à ce niveau-là, je vais mettre des actions en place et tu vas le mesurer. Oui. Et c'est hyper important de mesurer parce que en fait, ce que tu mesures chasse ce qui ne l'est pas. Mesure chasse ce que tu. OK. Et tu l'oublies. Ouais. En fait. Ouais. Donc il faut mesurer. Donc il faut arriver à mettre des KPI qui seront parfois plus ou moins précis. C'est OK. Mais en tout cas, tu vas mettre des KPI parce que ça t'oblige à te transformer et à le suivre. C'est pas la plus grosse lacune historique des DRH, la mauvaise gestion de la data ou des KPIs? Alors, ou le fait d'avoir des KPIs qui sont trop standardisés, où on parle toujours de la même chose. Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même prendre des KPI qui correspondent à tes enjeux, à toi d'entreprise. Je prenais tout à l'heure l'exemple du centre d'appel de Canal. Là, par exemple, le KPI de l'absentéisme, il a du sens parce que on était sur une population d'employés. Ce que tu n'auras pas pour une population de dirigeants. Ce qu'on n'aura pas pour une population de cadres. Donc aller suivre l'absentéisme sur une population de cadres, on se fait plaisir. Enfin, il faut le faire, mais je veux dire, on se fait plaisir. C'est pas ça qui donne un indicateur majeur. Donc, et moi, je crois qu'on ne peut pas suivre trop d'indicateurs. Je dis ça et je suis dans une entreprise cotée où on fait des rapports où il y a plein d'indicateurs, mais au quotidien dans notre gestion, il faut savoir les indicateurs qui vont correspondre à ton activité et à ton sujet. Nous, par exemple, on a le métier de développeur foncier, ceux qui vont chercher les terrains. Là, on est en période de crise, mais sinon, on peut avoir un turnover très important et trop important. Dans ces cas-là, là, je vais travailler plus spécifiquement le sujet de la rétention de cette filière-là métier. Et je vais mettre des actions particulières et je vais suivre le KPI du turnover ou du taux d'attrition en fonction de ce qui va être... Autant de KPI que de projet. Voilà. Mais qui correspondent à des besoins particuliers. Ouais, je comprends. Mais il faut mesurer. Ouais. Par exemple, moi, quand je vois des DRH en entretien, il y en a très peu qui me parlent de résultats. Et alors, on me parle de contextes globaux, on me parle avec des très jolis mots et souvent un peu enjolivés, mais quand on arrive sur du KPIs concret, quand je leur demande de manière factuelle, c'était quoi avant, c'était quoi après, il y en a beaucoup qui sont incapables de me le dire. Donc, c'est pour ça que je me demande si c'est le pain un peu historique, tu vois, des... Oui, certainement. Oui, parce que les RH historiquement, elles sont moins outils. Alors, je pense que ça a beaucoup changé dans Je pense qu'on le verra moins sur les générations. Oui, on le verra moins, mais oui, bien sûr, oui, je pense. Il y a un projet dont tu es fier, particulièrement, ou qui t'a marqué, un projet de transfo. Alors, il y a évidemment les centres d'appel chez Canal dont on a parlé. Il y a un autre projet dont tu gardes un souvenir ému. Il y a plein de projets dont je suis fière de les avoir réalisés. Là, celui qui me vient en tête, quand j'étais chez France 24, j'ai fait le passage de 4 heures d'antenne arabophone à 24 heures d'antenne arabophone. Ça veut dire quoi? En fait, chez France 24, t'as 3 antennes, une antenne anglophone, une antenne francophone et une antenne arabophone. Okay. Et on diffuse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Okay. Et quand moi je suis arrivée, la chaîne arabophone n'avait que 4 heures d'antenne. Elle s'appelait comment cette chaîne? France 24. C'était France, je me demandais si la chaîne avait un nom spécifique. C'était chez France 24. D'accord, ok. Donc on a fait avec toute l'équipe, toute l'organisation et le recrutement de toutes les équipes pour passer de 4 heures d'antenne à 24 heures d'antenne. Okay, Donc c'est pas rien. Et le challenge était qu'il fallait recruter des journalistes qui parlaient l'arabe classique et qui étaient journalistes. Okay. C'était un vrai challenge parce que... Basé en France? Basé en France. Ils sont à Issy-les-Moulineaux. Les journalistes basés en France? Ouais. Du coup. Ouais. Et là, c'est très intéressant parce que, alors ça nous emmène dans la discussion entre l'intégration et l'inclusion, mais c'est vrai qu'au nom de l'intégration et de gommer les singularités, de ressembler à son voisin, les générations qui sont arrivées, les immigrants qui sont arrivés en France n'ont pas forcément appris l'arabe classique à leurs enfants, ce qui fait que en France, il y a beaucoup de journalistes qui ne parlent pas l'arabe classique parce que ça n'a pas été transmis
transmis par leurs parents. Donc on a dû aller recruter beaucoup à l'étranger. Mais on a réussi à le faire et de voir le lancement de cette chaîne à 24 heures d'antenne. Quand on a appuyé sur le bouton, on a dit maintenant, ça y est, c'est parti pour jusqu'à la fin de la chaîne. Oui, et puis en plus, ça, tu fais quelque chose de visible. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas un projet où... exactement, de 24 heures d'antenne. Ouais, c'est fou. Et il se trouve qu'en plus de ça, on est passé à 24 heures d'antenne 2 mois avant le printemps arabe. Ah, ok. Et donc, on avait une chaîne qui était là pour retransmettre le printemps arabe. Et c'était assez dingue. C'était un souvenir émotionnel très fort. Ok, c'est hyper intéressant. Dans tes convictions profondes dont on a parlé au début, il y a l'alignement entre l'activité économique d'une entreprise et l'activité environnementale d'une entreprise. Quelle est ta conviction là-dessus? Alors, je pense qu'elle est très claire, mais comment tu la matérialises? Enfin, est-ce que tu peux nous en parler? Je pense que les entreprises aujourd'hui, elles doivent pas raisonner que performance économique. Elles doivent raisonner performance globale. Pour raisonner performance globale, il faut déterminer quelles sont nos parties prenantes. Les parties prenantes, c'est nos alliés dont on a besoin. Tu parles beaucoup de parties prenantes. Oui, parce que en fait, tu pourrais me, tu pourrais me buzzer. Mais c'est. Je me rappelle plus des mots. T'as de la chance. Mais c'est pas dans la liste. non, mais c'est quoi déjà? J'ai ADN. Bon, je vais les retrouver. Mais c'est pas. Oui, parce que en fait, les parties prenantes, c'est quels sont les autres les alliés dont tu vas aller chercher le soutien. Donc tes collaborateurs, tes clients, nous en tant que promoteurs immobiliers, le territoire, les maires, il faut qu'ils soient d'accord pour construire, nos fournisseurs, nos partenaires avec lesquels on travaille. Nous on travaille encore d'états séparés, donc on fait travailler du gros œuvre, etc. Nos fournisseurs, mais tout le monde a des fournisseurs quels qu'ils soient, et la planète. Parce que la planète, elle n'a pas des ressources illimitées, donc il faut aussi qu'elle soit notre allié dans le développement de notre business. Et donc, il va falloir mettre des KPI, les fameux, qui correspondent à chacun de nos alliés ou parties prenantes avec lesquels on travaille, pour être sûr que ce que l'on fait comme activité sert bien l'intérêt de tous nos alliés. Parce que quand ça va mal, quand on n'est pas dans du beau temps, aller chercher le soutien de nos alliés, ça va être extrêmement important. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à traverser les crises. C'est aussi, on a toujours besoin de soutien. Personne n'est seul. Personne. C'est vrai pour l'entreprise, c'est vrai pour nous en tant qu'individu, mais c'est exactement la même chose pour une entreprise. Donc une entreprise, elle a besoin de savoir de qui elle a besoin de soutien. Donc si elle a besoin de soutien de ses partenaires, elle va aller les soutenir aussi en regard. Ouais, bien sûr. Et on est dans une réciprocité. Tu vois, par exemple, nous, chez Kaufmann & Broad, pendant le Covid, nos fournisseurs avec lesquels on travaille, les corps d'État séparés, dont je parlais tout à l'heure, c'était une période très dure pour eux, pour nous aussi, mais nous, on a rétréci nos délais de paiement pendant cette période-là pour qu'ils soient payés plus vite. On a pris soin d'eux. Donc c'est très important. Parce que là, on part du principe que la réciprocité existe. C'est-à-dire que tu aides, tu seras aidé. Oui, parce que la vie fonctionne comme ça. Et c'est pareil dans les entreprises. Si tu traites bien tes alliés, donc on va dire là un fournisseur, t'as réduit ses délais de paiement, le jour où lui dit non, je peux pas te prendre ce chantier-là parce que j'ai déjà un carnet de commandes comme ça, etc. Tu vas lui dire écoute, là c'est hyper important, aide-moi. Bien sûr qu'il va t'aider, puisque tu l'as aidé. Et ça fonctionne comme ça. Moi je suis d'accord, mais tout le monde fonctionne pas comme ça. Donc oui, mais c'est vraiment de passer sur cette notion de performance globale ou plurielle, on l'appelle comme on veut, et de ne pas raisonner que performance économique. Et c'est un vrai enjeu. Et pour y arriver, là aussi, il faut mettre des KPI sur ces différentes parties prenantes. On le fait à peu près tous sur nos clients, avec les enquêtes de satisfaction, les NPS, etc. C'est un KPI. On le fait avec nos collaborateurs, avec les enquêtes d'engagement. Il faut le faire sur les autres sujets. Ouais, je comprends. Et ça, c'est intéressant. Parce que là, on crée de la robustesse. C'est ton mot, ça. Ouais. Enfin, c'est pas le mien, c'est celui d'Olivier Hamon. Bon. C'est clair ce que je dis parce que parfois j'ai l'impression de. Toi, c'est ton impression. Mais quand tu vas te regarder après, tu verras que c'est clair. Parce que moi, je l'ai très clairement. Ouais, d'accord. Ouais. Sophie, tu les as encore dit. Alors, c'est cohésion, ADN, changement, enjeu, trou dans la raquette. Bon, trou dans la raquette, il était un peu difficile à caler, mais les autres, tu les as encore dit, quoi. Voilà. Donc, tac. Voilà. J'ai un autre jeu. J'adore les jeux. Moi, j'adore les jeux depuis que je suis issu d'une famille nombreuse, en fait. Je pense que ça joue. Moi, j'ai 6 sœurs et 2 frères, tu vois. Ah oui. Très nombreuses. Très nombreuses. Très nombreuses. C'est un tu jeu fais figure d'exception. Ah, ouais, je crois. Et en plus, moi, je suis le plus grand. Donc, c'est que des petits frères et sœurs. Et il y en a une qui est RH dans le lot, en plus. Ah oui? Ouais. La pauvre. Non, je rigole. C'est le jeu des tu préfères. Alors, normalement, je le fais de manière un petit peu plus poussée avec mes frères et sœurs, mais c'est tu préfères ça ou tu préfères ça? Par exemple, tu préfères être un bon manager, mais un mauvais DRH, ou un bon DRH, mais un mauvais manager? Question impossible. Tout est possible dans la vie, Sophie.
préfère être un bon DRH. Tu préfères être un bon DRH? Est-ce que tu penses que tu auras plus d'impact peut-être en tant que bon DRH que bon manager? Non, mais je pense même pas ça. Je peux pas répondre ça. J'y crois même pas. À ce que je suis en train de te dire. Ouais, donc non, parce que si tu peux pas être un bon DRH si t'es pas un bon manager. En fait, les deux sont liés. Tu peux être un bon stratège, tu vois, RH, tu peux avoir des bonnes idées. Tu peux être un bon stratège RH, c'est-à-dire avoir une vision globale de ce que tu veux faire pour une entreprise. Mais par contre, dans l'application, quand t'es avec tes équipes, etc., c'est pas bon, quoi. Tu crois que tu peux être bon stratège si tu le mets pas en exécution? Ah, moi non, je pense pas. Mais moi, je crois assez. Tu vois, tu peux pas être que en haut, quoi. Mais si, je pense quand même que tu peux avoir une belle vision, des beaux programmes, etc., mais que dans le quotidien, ton management est pas le bon. Alors, on va dire une bonne vision parce que tu vas servir un plus grand nombre et puis ensuite ils vont mettre quelqu'un en dessous de toi. Ça te fait un peu mal quand même, quoi. Ça me fait hyper mal. Je te confirme que ça me fait hyper mal. C'est parce que tu m'obliges à choisir. Choisir, c'est renoncer, cette fameuse phrase. Donc là, tu renonces à être un bon manager. Non, je rigole. Ou je m'offre la liberté d'être un très bon visionnaire. Ouais, exactement. On va couper que des petits morceaux du podcast. Tu préfères travailler avec un CEO charismatique mais ingérable ou avec un CEO ultra rationnel mais sans vision? Ultra charismatique avec de la vision mais ingérable. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave? Non. Ouais, ça se gère. On saura gérer. Tu préfères recruter un candidat brillant mais toxique ou un candidat moyen mais ultra loyal? Aucun des deux. Aucun des deux? Aucun des deux. Je recrute aucun des deux. Tu prends aucun des deux? Non. Ok. Les deux sont très mauvais pour les entreprises. Je suis d'accord. On va faire un peu de philosophie. Tu préfères vivre dans un monde sans émotion ou un monde sans logique? Je préfère les émotions à la logique. Moi, me dis pas ça. Moi, je suis un grand sensible. Moi, c'est impossible que je vive sans émotion. Mais si on avait que des émotions et qu'on n'y mettait pas du rationnel, ça va être un monde compliqué. Ouais. Mais je préfère les émotions. Et tu préfères vivre dans un monde sans douleur ou sans plaisir? Je préfère vivre dans un monde sans douleur. Elle est bizarre ta question. Ah bah non, parce que tu pourrais vivre... Ah oui, non. Tu pourrais vivre dans un monde sans plaisir, tu vois, où il y a pas de douleur. C'est ça la question, c'est tu préfères vivre dans un monde où il y a pas de douleur ou un monde où il y a pas de plaisir? Mais un monde où il y a pas de douleur. Oui, mais non, elle est nulle cette question. Bah oui, parce qu'il y aura forcément du plaisir. Mais c'est bien de te rencontrer cette question. C'est pas ça la question que je pense, mais je crois voir le. Mais tu préfères vivre dans un monde sans douleur mais sans plaisir ou un monde avec douleur mais avec du plaisir? Je pense que c'était plus ça. C'était ça. On va prendre une autre, ce sera plus simple. On va passer à autre chose. Tu préfères un budget illimité? Ah ouais. C'est ça. Bah vas-y. Tu sais, quand tu me poses, tu peux me poser la question. Ah bon, mais c'est dans les deux sens. Tu peux me poser la question que tu veux. Je l'ai pas en tête là. Réfléchis, tu me la poses après. Tu préfères un budget illimité pour le recrutement ou pour la formation? La formation. La formation? Parce que tu crois qu'on peut tirer plus de l'existant pour l'amener quelque part que d'aller le chercher ailleurs? Non, je crois pas ça. Je crois pas ça. Je crois que le recrutement ne demande pas un budget illimité. Ok, que t'as besoin de plus d'argent pour la formation. Ouais. Ok, bon, j'ai la réponse. J'ai pas beaucoup réfléchi non plus, hein. Je te réponds. Du tac au tac, c'est le principe du jeu. J'en ai une, mais je pourrais changer d'avis. T'as le droit, jusqu'à la fin du podcast qui est dans 3 minutes. Et toi, tu préfères moi je préfère un budget limité pour le recrutement. Moi, ça va me faire plein d'argent pour mon cabinet. Non, mais question biaisée. Si je crois plus, je préfère un budget illimité pour la formation. Je crois que j'ai plus la conviction déjà que ça coûte plus cher, d'une part la formation, et que on peut faire des choses plus puissantes qu'en allant systématiquement chercher quelqu'un en externe qui t'a payé très cher. Tu préfères avoir un travail mais je connais la réponse avec tout ce que tu m'as dit, mais je vais te la poser. Un travail que tu adores mais mal payé ou un job que tu détestes mais avec un revenu énorme? Que j'adore mais mal payé. Je savais. Et est-ce que c'est plus facile de dire ça quand on est sur des jobs où on gagne déjà de l'argent, tu vois? Oui, sûrement. Faut être honnête. Soyons honnêtes, c'est vrai. Est-ce que toi sinon tu vas me... Je te rebuzz dans C'est l'immédiat. ça, tu me rebuzzes. Est-ce que toi t'as un sujet que t'as envie d'aborder, une question que t'as envie de poser, un buzz que t'as envie d'appliquer? Non, mais t'as pas oublié. Non. Tout va bien? Tout va bien. Cool. Est-ce que t'as passé un bon moment? Super bon moment. Ouais. Excellent moment. Tu peux pas dire non devant la caméra. Non, j'ai détesté. J'ai passé un moment. Non, mais j'ai passé un super moment. Moi aussi. Ouais, non, mais surtout, super. alors pour le coup, si je dois conclure, il y a quand même plein de sujets quand on fait des podcasts et qu'on interviewe une cible. C'est forcément des sujets qui s'entregroupent, qui reviennent, etc. Je trouve que là, il y a des trucs qu'on a abordés, des visions que tu nous as partagées, des insights que tu nous as donnés qu'on n'avait jamais eu pour le coup. Vraiment, ça c'est très sincère. Et ça va être hyper pour nous utile à partager, à montrer, etc. Donc vraiment, merci pour ton temps et merci pour tout ça. Tant mieux. Et merci beaucoup. Et merci à toi. Avec plaisir.